C'est le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le député Corbière. Bonjour, bonjour à vous deux, bonjour à vous les chroniqueurs et à ceux qui nous écoutent. La France J'aime toujours venir chez vous. Moi, j'aime bien les grandes gueules et RMC parce que c'est vraiment une émission populaire. C'est-à-dire que ceux qui travaillent vous écoutent et puis les autres, comment dirais-je, c'est pas l'heure où... Les métiers plus intellectuels vous écoutent pas. C'est toujours formidable. Des fois, je me fais engueuler par des chauffeurs de taxi, des gens sur les chantiers ou féliciter. Mais je vois bien que ceux qui bossent écoutent les GG, j'aime bien. Merci. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord toujours avec vous. Oui, on le sait. Mais Nous, déjà, on n'est pas toujours d'accord avec et nous. tant mieux. La Ça me rassure. militait pour un blocage des prix. Finalement, c'est ni le chèque carburant, ni la baisse des taxes, et ni le blocage des prix qui a eu les faveurs du gouvernement, mais une sorte de prime. Alors, comment l'a appelé Castex? Une prime inflation, une indemnité classe moyenne de 100 € pour tous les Français qui touchent moins de 2000 € net. Ça fait quand même 38 millions de Français concernés. 3,8 milliards d'euros que l'État va donc reverser aux Français. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous dites bravo, monsieur Castex? Les gens qui vont toucher 100 €, qui touchent moins de 2000 € par mois, bon, c'est toujours ça de prix. Donc je veux pas. C'est bon à prendre. Je suis très critique, hein, mais déjà je veux pas avoir une arrogance sociale. Moi, heureusement, actuellement, je suis pas à 100 € près, mais des gens sont à 100 € près. Ceci dit, ça n'est pas du tout la solution. Et c'est quand même de l'argent public en fait qui va servir à essayer de compenser une hausse des prix qui profite à des intérêts privés. On peut quand même commencer par là. Le groupe Total, par exemple, a fait 7 milliards de profits supplémentaires cette année. Les grands groupes d'énergie font des profits. Et donc, quand les prix augmentent pour des raisons spéculatives actuellement, c'est pas qu'il y a une raréfaction du pétrole, c'est uniquement parce qu'il y a un effet suite à une baisse de la demande. Désormais, ça reprend et les distributeurs pétroliers en profitent pour faire monter les coûts. Donc, on a une situation où le prix augmente. Et nous, depuis le début, ce qu'on dit, ce n'est pas normal que ce soit, évidemment, le citoyen de base ou que ce soit l'argent public qui serve à compenser le fait que des groupes privés continuent à faire des profits. L'État aussi, en quelque sorte, fait des profits puisque avec la TVA, l'État rentre plus d'argent lorsque ça monte. Soit, mais ceux qui en font le plus à l'heure actuelle, ce sont des groupes privés. Et on peut imaginer, comme tous ceux qui nous écoutent ont fait des efforts dernièrement, durant la pandémie, la crise du Covid, qu'il n'est pas normal que des grands groupes privés n'en fassent pas. Alors comment on fait dans ce cadre-là? C'est la solution Mélenchon, si je puis dire, de dire revenons à des fondamentaux, qui ont déjà d'ailleurs été utilisés pendant la crise du Covid. On a bloqué le prix, par exemple, des masques et du gel hydroalcoolique. Et même sur la question du pétrole, le 8 août 1990, si vous vous en souvenez, c'était l'époque de la guerre du Golfe, le Premier ministre Michel Rocard avait émis un décret et jusqu'au 15 septembre, le prix du pétrole avait été fixé, clairement bloqué. Donc ça permettait de faire face à une situation pour éviter que les prix s'envolent. Mais Bruno Le Maire dit lui-même que ça va augmenter sans doute pendant toute l'année 2022. Donc vous n'avez pas bloqué les prix pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? Peut-être pas 2 ans, 3 ans, mais là actuellement il y a une situation extrêmement difficile auquel il faut faire face et on peut bloquer le temps qu'il faudra. Et par ailleurs, si on était plusieurs pays d'ailleurs à bloquer, ça pourrait amener à ce que, au niveau de l'OPEP ou au niveau des producteurs de pétrole, les prix rebaissent. Parce que des grands pays comme le nôtre, moi je crois pas à l'argument, il va plus y avoir de pétrole. Mais pour revenir après à la proposition... Attends, il y a un choix qui a été fait par le... Alors voilà, pour revenir à elle, 100 €, une fois que j'ai dit que pour des tas de gens, c'est toujours ça de prix, parce que des gens sont à 10, 20 € parfois, évidemment. Mais n'empêche que si tu le déclines sur 8 mois, ça veut dire 10 €, 10, 12 € par mois. Moi, j'ai une voiture aussi. Dernièrement, c'est pratiquement 20 à 25 € de plus pour un seul plein. Alors si tu ajoutes que c'est censé compenser l'augmentation du gaz, l'électricité, etc., et la voiture et l'essence, bon, un chèque énergie. Ça fait pas tripette. Voilà. Bon, c'est 3,8 milliards d'euros. Oui, non, mais ça coûte cher. C'est ça le paradoxe, c'est que ça coûte cher d'un point de vue de l'argent public, mais ça n'aura pas d'effet. Si ce n'est, ça a un effet un peu spectaculaire. Je veux dire, les gens vont dire, ils donnent 100 €, mais c'est politicien. Donc ça répond pas au problème de l'augmentation au niveau de la pompe. Ça répond pas au problème. Ces politiciens, c'est quoi ça? Parce que c'est une annonce politique. C'est un cadeau électoral? Ça se veut ça. Moi, je pense qu'au vu de l'état de tension que je vois dans le pays de colère, j'ai peur que ça ne marche pas. Moi, déjà, ce matin, la voiture qui m'a amené ici, le gars qui fait chauffeur, il dit, lui, il trouve que ça va pas vraiment l'aider. Et c'est un peu l'impression que j'ai depuis hier soir. J'ai pas le sentiment que les gens se disent ça va soulager la pression. Donc, je répète, revenons à l'essentiel, et je le dis à ceux qui nous écoutent actuellement. Beaucoup de gens ont subi des grosses difficultés en période de crise, mais il y a aussi des groupes privés qui ont fait des profits, des surprofits. Et comme le président de la République avait dit, on est en guerre, rappelez-vous, nous on dit, les profiteurs de guerre
eh bien, ils ne doivent pas pouvoir faire autant de bénéfices et on doit d'abord, D'accord, mais eux, les Ce solliciter. qui interpelle, c'est qu'il y a quand même 38 millions de Français qui sont concernés. Donc il y a quand même, les Français ne gagnent pas beaucoup. Là, je veux dire, les mais ça, salaires, non mais les salaires sont bas. Alors ça, c'est aussi, finalement, ce Bien qui sûr. saute aux yeux. Bien noté, ça veut dire qu'il a pris ça parce que c'est le salaire médian. Oui. C'est une occasion de dire au journal de TF1 que oui, dans ce pays, le salaire médian, c'est 2 000 €. Et donc la moitié de nos concitoyens vivent avec moins de 2 000 €, ce qui est terrible. Et aussi, là où la communication gouvernementale se prend un peu les pieds dans le tapis, c'est que, rappelez-vous, ils disaient le pouvoir d'achat a augmenté grâce à Macron. Ben là, d'un seul coup, ils nous disent la preuve qu'il n'a pas bien augmenté, c'est qu'ils voient eux-mêmes qu'il y a une situation terrible. Et si y a peut-être un aspect vertueux à cette discussion, c'est que la question sociale revienne dans la discussion. Et moi, je vois qu'on a devant nous une grande élection, l'élection phare du pays, l'élection présidentielle. Si on pouvait parler de ça, parce que c'est ça les difficultés des Français. Salaire, est-ce qu'on ne peut pas, ces groupes qui ont fait des profits, qui ne peuvent pas augmenter les salaires de leurs employés, pouvoir d'achat, qualité de service public, etc. C'est plus intéressant que de parler, si je dois appeler, vu que c'était sa plaisanterie, Monsieur Boudjelal, Maurice au lieu de Mohamed, ou je sais pas quoi, enfin bon, des discussions, ou Momo. Donc, vous voyez ce que je veux dire, qui sont des manières toujours de diversion permanente, et accessoirement de diffusion d'idées xénophobes. C'est là, Étienne, c'est là. Non, j'ai pas de questions pour l'instant. T'as pas de question pour l'instant. Étienne Yebig. Moi, j'ai une question qui concerne plus votre travail de député. Depuis une dizaine d'années, dans le 93 en particulier, mais pas que, il y a une grande gentrification qui se fait, notamment de toute la base. Et personnellement, j'ai pensé que ça allait améliorer la vie des gens, cette gentrification, et faire monter le niveau de vie, grosso modo, des villes. Et je vois qu'en réalité, ça fait pas ça du tout. En fait, les gens qui sont les plus pauvres restent pauvres et ne bénéficient pas du tout de cette gentrification. Le mètre carré monte et donc en fait, ça fait même une scission géographique au sein des villes où les pauvres habitent dans un endroit et les bobos qui sont installés habitent ailleurs. Et en fait, je j'ai pas l'impression que c'est une réussite du tout, cette question-là. Et je dirais même que ça a cassé de la solidarité naturelle. Oui, mais cher Étienne, je dirais même que ça a pour effet des fois de repousser encore plus loin les milieux populaires, parce que le prix de loyer est devenu inabordable, et ça fait que ça augmente encore plus le transport. Et on vient de discuter tout à l'heure qu'on a des problèmes sur du transport dans des zones parfois où c'est moins cher parce qu'il n'y a pas de moyens de transport public, il faut prendre la voiture, et on en revient au point de départ de la discussion. C'est tout l'enjeu de municipalité que vous connaissez bien, vous travaillez à Montreuil, c'est comment on arrive à allier à la fois une forme de gentrification, mais en même temps le maintien des catégories. Des Montreuil, c'est la ville où les dealers tirent au mortier sur les façades des immeubles des riverains, c'est ça? Si tu veux, je viens de dire un mot, je veux rappeler une chose là, je reviens sur le pouvoir d'achat. Moi, j'avais fait une proposition de loi sur le plafonnement des frais bancaires, dont on parle peu. Les frais bancaires, c'est aussi, nous on estime ça à 7 milliards supplémentaires pour les banques. C'est quoi un frais bancaire? C'est lorsque vous faites un chèque et que vous avez un découvert momentané, la banque qui vous envoie seulement un courrier pour vous dire vous avez fait un chèque avec un découvert, elle vous prend parfois 8 €, 12 €. Vous pouvez me mettre à découvert sans le savoir. De quoi? Non, mais je veux dire, en date de valeur. c'est-à-dire que c'est quand même vous Je vous qui. le dis, hein, Et alors, vous le saurez. Vous pouvez être en positif sur votre compte en banque et en déficitaire, en découvert pour la banque. C'est-à-dire que la date de valeur fait que vous êtes en déficit, mais vous le savez, en découvert, mais vous ne le savez pas. Et vous dites ça, j'imagine. C'est 48 heures pour. Moi, j'ai discuté avec des petits patrons, des chefs d'entreprise aussi, qui subissent beaucoup ces frais bancaires de banques qui se comportent mal. Bref, c'est une manière de dire qu'il y a des outils si on pouvait plafonner les frais bancaires, ça reviendrait, à mon avis, à redonner du pouvoir d'achat. Je reviens sur Montreuil. Oui, il y a eu un incident, j'ai vu que vous en avez parlé l'autre jour. Oui, voilà, à Montreuil, on a, comme dans toutes les villes, c'est pas vrai les gens passent leur temps à tirer, mais dernièrement, place de la République, il y a eu toute une série d'incidents. Il y a du point de deal, la police intervient, les gens qui font du deal sont mécontents. À quoi ça nous ramène aussi, vous savez? Moi, je suis beaucoup intervenu pour que la police ait plus de moyens. On a obtenu, Gérald Darmanin était venu il y a pas longtemps. Vous êtes contre la BAC? 21 policiers supplémentaires. Non, mais ça aide aussi. Vous voulez supprimer la BAC? Non, mais attends, pourquoi on veut supprimer la BAC? Pour que justement, il y ait le dilotage, il y ait de la police qui puisse travailler sur le terrain. C'est la BAC qui intervient dans ces quartiers. Non, mais la BAC, elle intervient parfois, mais ce dont on a besoin aussi, c'est d'un travail de quadrillage du quartier régulier où on connaît les gens. Vous savez, la BAC, je veux dire, moi, c'est un rapport de la police, c'est parfois nécessaire, mais ce dont on a besoin, et Étienne Léby, qui est un homme de terrain, c'est aussi des policiers qui connaissent les endroits, qui connaissent les types, qui savent éventuellement repérer la situation. Et la BAC, elle a un aspect trop souvent extérieur par rapport aux événements. C'est des gens qui patrouillent, les gens de la BAC qui connaissent leur quartier, ils patrouillent, bref, ils sont infectés. Le point de départ, non mais si vous voulez... Parce que vous dites, ouais, nous on est pour les policiers, mais moi j'entends Jean-Luc Mélenchon taper sur la BAC matin, midi et soir. Je me dis, on est pour une autre police, oui, on est pour une autre police, on est pour revenir à des méthodes de police différentes. Mais au-delà de ça, le paradoxe, c'est pour ça que ça me fait marrer parfois, c'est que moi,
là, le soi-disant anti-policier. Je réclame à Bagnolet, c'est la ville à côté, un commissariat de plein exercice. On n'en a pas, à 17h c'est fermé, faut aller au Lila. Je réclame des moyens supplémentaires et les grandes annonces pétaradantes de M. Darmanin à Montreuil, où il y a eu cet incident, 21 postes supplémentaires, ça ne fait que rattraper les suppressions de postes qui avaient lieu ces dernières années. Et j'ai même eu le commissaire au téléphone. Comme il y a beaucoup de mouvements, parce que les gars travaillent dans des conditions difficiles, il y a aussi des policiers qui repartent et c'est pas évident de stabiliser des effectifs. Bref, verser des grosses larmes de crocodile sur la Seine-Saint-Denis sans voir qu'elle a parfois moins de moyens, y compris de police, qu'à côté à Paris, ça montre bien que derrière les grands discours, il y a aussi parfois un certain mépris de ce service public qu'est la police nationale. Eh ben, on continue de discuter avec vous dans un instant. Question de Stella Kamga, Etienne et Mourad Boudjelal. À tout de suite en direct sur RMC Story. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Et GG, les grandes gueules sur RMC Story. On est avec Alexis Corbière, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il paraît que Jean-Luc Mélenchon est un boulet pour la gauche. C'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande, l'ancien président, qui sort un livre et qui fait un peu la tournée des popotes en ce moment pour la promotion de son livre. Bah, lui, c'est un boulet pour la France, quoi. Pour moi, ça l'a été pendant 5 ans. C'est incroyable. J'ai vu son livre, il l'appelle Affronter. Moi, j'aurais dit l'effronter. Effronter, c'est qui n'a honte de rien. Hollande n'a honte de rien. Cet homme a, pendant 5 ans, a dirigé le pays, et a mis la situation globale du pays, la gauche, puisqu'on en parle, dans une telle situation qu'il ne pouvait même pas se représenter la dernière fois. C'est quand même, il pourrait en tirer un bilan, hein. Et il revient, c'est la faute à tout le monde sauf à lui. Alors il insulte Mélenchon, c'est l'idiot utile du macronisme, on a compris, Hollande, il revient faire un tour de piste, il n'est pas très gentil au demeurant avec Hidalgo, il est gentil avec personne d'ailleurs, c'est la marque de fabrique, hein, le hollandisme. Je le porte pas bien, c'est non, un mais, fait, non, ça. attendez, là on parle de quelqu'un, comment dirais-je, qui est méchant comme toujours, qui a un humour, bon, c'est la seule chose qu'il sait faire, il devrait faire du stand-up d'ailleurs, ce serait mieux que de la politique, mais il revient et il sert à rien, c'est-à-dire que, alors, quel problème il a avec Mélenchon, au-delà des méchancetés? Il dit c'est pas possible de s'unir. Le problème de Mélenchon, c'est qu'il est défavorable au traité européen, qu'il veut sortir de l'OTAN et qu'il est pour renégocier la dette. Oui, j'assume, Monsieur Hollande, c'est effectivement ce que nous pensons. Et on voit bien que Hollande, lui, sur le fond, il veut continuer la même politique qui, par ailleurs, qu'il a menée et qui est celle de Monsieur Macron. Donc on a le droit quand même de dire que moi, j'ai pas un désaccord personnel avec Monsieur Macron, enfin humain, c'est un désaccord politique. Et Mélenchon, lui, sortons de tout ça. Il pense qu'il faut... On est dans une telle situation de crise des partis traditionnels, du PS, etc., que même le mot de gauche a peu de signification pour beaucoup de gens. Il faut parler au grand nombre. Vous avez vu les sondages, si Oui. on additionne Oui. ce que feraient les candidats de gauche, on arrive à 25%, enfin, alors qu'il y a quand même beaucoup plus d'électeurs de gauche dans ce pays. Donc ça veut dire que ces électeurs de gauche sont orphelins pour l'instant. Ce qu'on leur propose ne leur convient pas. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que la crise politique, la blessure démocratique qui a eu lieu amène à ce que même le mot de gauche est à questionner pour beaucoup de gens qui sont populaires, qui sont de gauche en vérité, qui sont sociaux, mais qui ont plus envie de se positionner par rapport à ces partis traditionnels. Parce que pour eux, ça veut dire quelque chose qui est ambigu, auquel Le PS c'est mort. Oui, enfin, du moins, oui, je pense qu'il y a un cycle historique où... Ouais, non, mais je pense qu'il y a un cycle historique où ce parti a été la représentation politique des classes moyennes et aussi une alliance avec les milieux populaires qui avait un discours, rappelons-le quand même, qui était celui qui ne veut pas rompre avec le capitalisme, celui-là, je le dis, ne peut pas être au Parti socialiste, disait François Mitterrand, c'est quand même des phrases assez fortes, bon, et qui a fait des choses, 5e semaine de congés payés, augmentation du SMIC, tout ça, je crois que c'est fini. Mais je reviens à la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Face à cette difficulté, nous, ce qu'on met en avant, c'est l'union populaire. C'est-à-dire que si on peut discuter avec certains amis, je pense à nos amis communistes, pourquoi pas Montebourg, tant mieux. Mais d'abord, adressons-nous à ces millions d'abstentionnistes. Parce que ce que nous dit, vous avez cité Olivier Truchot, les sondages, c'est qu'aussi plus d'un Français sur deux, à l'heure où nous parlons, en octobre, n'ont pas d'opinion. Et moi, je continue à penser que les gens qui s'abstiennent énormément, tout de même, c'est un pari, peut-être que je me tromperai, vont venir voter à l'élection présidentielle. Et surtout, actuellement, les abstentionnistes sont sociologiquement... c'est très ciblé, ce sont les milieux populaires, surtout. Si eux, ils viennent, c'est la discussion de tout à l'heure. Je crois que la question centrale, c'est la question du partage des richesses, du pouvoir d'achat, de l'augmentation des salaires. Si on arrive, nous, à travers le candidat Jean-Luc Mélenchon, à être le porte-drapeau, l'outil pour cela, alors on peut avoir des millions de personnes qui nous rejoignent. Le ferons-nous et arriverons-nous, on verra. Ça, c'est ce qui s'appelle faire campagne. C'est pourquoi je le défends. Le problème de la gauche, il s'appelle Mélenchon. Je veux dire, Mélenchon, c'est la gauche du siècle dernier.
et vous n'avez pas été capable de vous renouveler, même s'il y a de présenter des candidats plus jeunes qui représentent une nouvelle idée plus progressive de la gauche qui a totalement explosé avec l'arrivée de Macron. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a Macron qui représente la gauche et la droite et l'extrême droite avec deux candidats. Vous avez un vrai problème de renouvellement et vous n'êtes pas capable aujourd'hui. Alors bien sûr que Mélenchon est un tribun, mais vous n'êtes pas capable aujourd'hui de tuer le père pour présenter une nouvelle alternative et une nouvelle gauche. Alexis Corbière, pas du siècle dernier. Alors, ensuite. Je vais essayer de répondre à ça. Premièrement, le coût du jeunisme, à savoir ce qu'il faut, c'est quelqu'un de jeune, on l'a vécu il y a 4-5 ans. La principale qualité de M. Macron, c'est qu'il était jeune, ça c'est indiscutable. Bon, je crois que les gens sont un peu lassés de cet aspect. Ils n'ont pas envie, c'est pas du marketing, ils veulent savoir sur le fond. Et l'âge de Jean-Luc Mélenchon que vous évoquez peut aussi être une vertu parce qu'au moins c'est quelqu'un qui est stable. C'est pas je parle de la représentativité. Vous avez commencé là-dessus. Le siècle dernier, quoi. Moi, je ne crois pas que ce soit du siècle dernier que de dire. Non, ça, c'est indiscutable. Je ne crois pas que ce soit du siècle dernier de dire qu'il faut le partage des richesses. Je veux dire, c'est plus que du siècle dernier. C'est une grande idée. D'ailleurs, toutes les grandes religions monothéistes, tout ça, ça vient de loin. Moi, je suis un partageux. J'espère que vous aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que je pense que. Je partage beaucoup. Tant mieux. Eh ben, vous voyez, déjà, cette idée, on est d'accord. Deuxièmement, ce qui vient pas du siècle dernier, c'est de dire que le rapport du GIEC nous dit que si ça continue comme ça, quel que soit ce qu'on pense du capitalisme, si ça continue comme ça, c'est la planète elle-même qui est en cause. Moi, j'ai une gamine de 8 ans, si ça se trouve, elle ne connaîtra pas la banquise au pôle Nord, d'accord? Bon, j'ai jamais vu non plus. Hein. Oui. Non, mais elle ne connaîtra. Non, mais on parle de. J'entends bien. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et c'est plus que ça, des dérèglements climatiques extrêmement forts. Et au-delà même de la seule banquise du. Non, mais donc c'est la planète elle-même qui est en cause. Donc on peut se dire, il faut qu'on ait aujourd'hui d'autres paradigmes, notamment, et que la productivité. La fin du mois avant de la fin du monde, comme avait dit l'autre. Mais c'est lié, c'est lié, c'est lié. Non mais c'est lié. Est en extase devant Drouet, Gilets jaunes. Je suis désolé, il est en train de se prostituer pour avoir des électeurs, et c'est pas ça la gauche. Non mais voyez, on peut pas. Moi je veux bien, ok, très bien, c'est les grandes gueules, on dit ce qu'on veut. Déjà on ne se prostitue pas, soyez gentils. C'est une forme de prostitution de dire je suis fasciné par cet homme qui était un sombre imbécile, mais je suis fasciné simplement parce que il y a le mouvement des Gilets jaunes qui peut être fédérateur de voix pour la gauche. C'était une forme de prostitution. Moi, je ne méprise pas. Je vais vous dire une chose. Éric Drouet, en plus, je l'ai jamais rencontré. Je crois que Mélenchon non plus. Nous aussi, on ne méprise pas. En plus, donc, moi, je méprise pas les gens. Qui a un mouvement. Attendez, écoutez, parce que vous êtes un homme populaire et vous aimez les gens, je le sais. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon à une époque où il y avait une discussion sur les gilets jaunes, où il était facile d'être méprisant. Je rappelle juste au passage que Gérald Darmanin avait dit que c'était pas les gilets jaunes, mais les chemises brunes, c'est-à-dire des fascistes et des nazis. Nous, on disait, ce mouvement populaire de gens qui va sur les ronds-points, de gens qui ont des fins de mois difficiles, eh ben c'est beau. Et un grand pays doit les écouter. Alors vous pouvez nous insulter, mais de ce point de vue-là, je continue à penser. Attendez, dernière question, parce qu'il resterait peu de temps. Pardon. Vous avez été au cœur de la polémique pour des propos concernant Samuel Paty et le fait de savoir si on devait présenter ou non à des enfants de 10 ans des dessins de Charlie, des caricatures du prophète Mahomet. Vous vous interrogiez en tant que professeur. Voilà. Et on vous a accusé une fois plus de complaisance, ou en tout cas de pas totalement défendre la liberté d'expression. Riss, dans un édito, est très sévère contre vous parce qu'il dit que finalement, comme vous êtes un député de Seine-Saint-Denis, qu'une partie de vos électeurs ce sont des musulmans pratiquants, eh bien on comprend la logique de vos déclarations. Alors je vais le prendre par là. Riss, il a subi des choses. Je veux pas avoir des mots blessants vis-à-vis de lui. Je respecte, quel que soit ce qu'il dira, même s'il dit le pire sur moi. Mais comme il n'a pas été le seul à le dire, je vais répondre à ça. J'en ai assez. Sous-entendre, quel que soit ce qu'on pense de mes positions, mais que pour se faire élire en Seine-Saint-Denis, soi-disant je fais du clientélisme électoral, il faut être complaisant avec les criminels. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, les gens sont favorables au crime, les gens sont favorables à la censure. Sous-entendre ça, c'est un mépris pour tous les gens de Seine-Saint-Denis. J'en ai assez que ces petits bourgeois qui foutent pas les pieds dans notre département, passent leur temps à dire que les femmes vont pas dans les cafés, c'est faux. Passent leur temps à dire que les gens sont favorables au crime, c'est faux. Les gens de Seine-Saint-Denis, ils veulent des services publics. Les gens de Seine-Saint-Denis, ils aiment la liberté d'expression. Deuxièmement, ce que j'ai dit, ça ne s'adressait pas à Samuel Paty. J'avais rendu hommage à son cours. Mais je dis aussi l'injonction de Blanquer de dire aujourd'hui, faut tout montrer, etc. J'ai dit seulement, parce que je suis prof en lycée pro depuis 25 ans, qu'un acte pédagogique doit toujours être mesuré par le prof. Ça dépend de l'âge, ça dépend du niveau, ça dépend de quel moment. Bon sang, c'est une banalité. Quand on est prof, ce qu'on dit, ça crée des discussions en classe. Et le pédagogue, c'est difficile comme boulot, doit toujours se poser la question, que les documents qui montrent, jusqu'où je veux aller et pourquoi je fais ça. Donc oui, il faut défendre la liberté d'expression, évidemment. Oui, il faut faire de Samuel Paty le symbole d'un prof qui a cherché à enseigner cette liberté d'expression. Mais un document, ça se questionne. C'est que ça que j'ai voulu dire. Et derrière, mes propos étaient très clairs. Mais ce qui était très clair après, c'est de quelle manière. Olivier Faure, par exemple, premier secrétaire du PS, a dit que je justifiais l'assassinat de Samuel Paty. Jean Garrigue, c'est un intellectuel proche de Macron, a dit que je légitimais le meurtre de Samuel Paty.
je veux dire, les assassins ont gagné, si on peut plus discuter. Bon sang, moi je parlais de mon boulot de prof. C'est dur de faire ça. Et ne croyez pas que c'est qu'on peut ne plus interroger notre métier. Donc il y a une dégradation du débat qui est à la fois due sans doute au traumatisme de l'assassinat odieux de Samuel Paty, mais aussi au fait qu'il y a des gens qui sont des snipers cyniques, qui n'en ont rien à fiche de Samuel Paty, mais qui veulent en permanence, pour combattre mes idées de partage, dire que je suis le complice des assassins, l'ami des frères Kouachi, et que je reviens en plus, ce que je supporte pas, c'est de dire qu'en Seine-Saint-Denis, le clientélisme électoral passe par la défense de l'obscurantisme. Vous méprisez la Seine-Saint-Denis, et quelque part, je vous emmerde à ceux qui disent ça, et je le dis à ce micro. Ou du moins, si vous voulez voir de près, venez en Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, venez Olivier et Alain. Dès qu'on peut. Non, mais dès qu'on peut, parler de ce beau département qui a énormément de difficultés, mais où il y a des braves gens qui veulent s'en sortir. Merci Alexis Corbière.